Quelles sont les règles qui font que j'ai le droit ou pas le droit de louer mon appartement? Qu'est-ce qu'il faut savoir? Vous avez la parole pendant un temps que je limiterai de moi-même. Tout d'abord, enchanté. Donc, de manière, on va essayer d'être synthétique. Il faut savoir du coup ce que c'est un meublé de tourisme. Vous avez l'article L324-1-1 du Code du tourisme qui vous dit que les meublés de tourisme sont des villas, appartements ou studios meublés à usage exclusif du locataire, offerts en location à une clientèle de passage qui effectue un séjour caractérisé par une location à la journée, à la semaine ou au mois et qui n'y lie pas domicile. Si jamais on a affaire à une location en meublé de tourisme, il y a deux types de scénarios. Soit c'est la location de ce qu'on appelle la résidence principale. La résidence principale étant la résidence que l'on occupe à minima 120 jours par an. Et dans ces cas-là, vous pouvez la louer en meublé de tourisme sans restriction, sauf à la déclarer à la municipalité. Si jamais on est dans le cas d'une location de plus de 120 jours par an, dans tous les cas, d'un point de vue juridique, on va qualifier cela de ce qu'on appelle une résidence secondaire. Et pour une résidence secondaire, dans les grandes villes qui ont plus de 200 000 habitants, comme Paris, Marseille, Lille, il y a une obligation d'obtenir une autorisation de la municipalité, une autorisation qui est relativement compliquée, exigeante à avoir, et vous qui êtes professionnel, vous pouvez faire l'analogie en matière de commercialité, où grosso modo, les autorisations pour avoir une commercialité sont relativement exigeantes. Donc, si c'est ma résidence principale, je peux la louer 120 jours par an sans demander d'autorisation. Si je veux la louer au-delà de 120 jours, où j'habite alors là? Plus de 120 jours, si vous habitez pas dans votre logement dans cette temporalité-là, grosso modo, ça en devient votre résidence secondaire. Et là, je demande une autorisation. Exactement. Ça veut dire que si c'est votre résidence secondaire, grosso modo, il faut obtenir une autorisation. La loi, elle a été opérée avec la volonté de laisser finalement une personne qui a sa résidence principale arrondir ses fins de mois avec un complément de revenu en faisant du meublé de tourisme. Mais elle n'a pas pour finalité de permettre à un particulier ou un professionnel de faire ou d'avoir une activité commerciale avec une résidence secondaire. D'où le fait qu'il y a une nécessité d'obtenir une autorisation, cette autorisation étant délivrée sous condition et elle est à la libre appréciation de la commune qui est relativement exigeante. Et en fonction des communes et des municipalités, en fonction des partis politiques qui représentent les dites communes, eh ben, il y a une ouverture qui peut être faite et qui est favorable au meublé de tourisme et d'autres non. Comme vous le savez, en tout cas à Paris, il y a une politique de lutte contre les meublés de tourisme dans la mesure où il y a des problématiques de logement sur Paris, ce qui n'est pas forcément le cas dans toutes les villes de France, en sachant que ce qui est certain, c'est que on ne peut pas, avec un meublé de tourisme, détourner la volonté et l'objectif du législateur en faisant une activité commerciale, alors que l'idée, initialement, c'était de pouvoir arrondir ses fins de mois avec sa résidence principale. Imaginons le scénario suivant. J'ai une résidence secondaire à Paris, un appartement, 32 mètres carrés, dans le 12e arrondissement, au hasard. Ça n'est pas ma résidence principale. Je veux le louer de façon occasionnelle à travers Airbnb. Est-ce que je peux ou pas? Vous pouvez avec une autorisation. Et cette autorisation, c'est l'enfer vert pour l'avoir ou alors... Oui, c'est l'enfer. Ah, d'accord. Voilà. Donc je ne peux pas. Vous ne pouvez pas. Ok. Voilà. Vous pouvez pas. Voilà. Je ne peux pas, c'est très compliqué. Autre question très rapide. Un ami à moi m'a dit, moi j'ai un appartement dans le Marais, c'était un ancien local commercial, il est au premier étage, je ne crains rien, je peux louer. Ça n'est pas ma résidence principale, mais je peux louer. Vrai ou faux? Si c'est un local commercial, actuellement, c'est un no man's land. Donc actuellement, oui. Si le local a la commercialité, et ben, du coup, vous pouvez faire du meublé de tourisme dedans. Mais par contre, ça pose d'autres problématiques. C'est celle de l'application du règlement sécuritaire et sanitaire de la ville, tout en sachant qu'il y a des règles qui s'appliquent concernant les ERP, et que grosso modo, si jamais vous faites ça, ça pourrait s'apparenter à un hôtel. Et grosso modo, se poserait la question de savoir si vous n'auriez pas une activité hôtelière sans respecter les exigences qui viennent régir juridiquement
Donc c'est pas clair, No Man's Land, vous l'avez dit. Bien. La situation d'un locataire qui fait de la sous-location abusive. Cette question des sous-locations abusives, je la connais bien parce qu'on a eu la chance avec notre cabinet d'être à l'origine de la jurisprudence qui permet aux propriétaires de pouvoir récupérer les sous-loyers illicitement perçus par un locataire. Les choses sont relativement simples. La loi de 89 oblige le locataire à demander l'autorisation du propriétaire pour pouvoir sous-louer. Si jamais le locataire sous-loue l'appartement sans l'accord de son propriétaire, il a encaissé des fruits civils qui ne lui revenaient pas. La jurisprudence, qui a été maintenant confirmée par la Cour de cassation, permet au propriétaire de se voir restituer l'intégralité des fruits qui ont été encaissés. Les fruits sont les sous-loyers. Tout en sachant que de surcroît, il pourrait y avoir la résiliation du bail qui pourrait être prononcée. Concernant cette résiliation du bail, est-ce qu'elle est évidente, est-ce qu'elle est immédiate, est-ce qu'elle est certaine? Tout dépend, c'est la libre appréciation du juge, tout dépend de la temporalité des agissements, tout dépend du nombre de fruits civils qui ont été perçus. On a eu une condamnation à 46 000 euros de sous-loyer perçu. La résiliation a été immédiatement prononcée. Mais on l'a eu aussi pour des petites sommes. Mais c'est vraiment, il y a des jurisprudences qui, pour le coup, quand il y a peu de sous-location illicite, et ben, du coup, les juges ne prononcent pas forcément la résiliation. Par ailleurs, il y a la possibilité de récupérer les frais de procédure qui ont été engagés et d'obtenir des dommages et intérêts, tout en sachant que pour obtenir la preuve de ces fameux sous-loyers, vous avez une coopération de la plateforme Airbnb qui, sur requête judiciaire, sur ordonnance judiciaire, sur décision de justice, les communique. Pourquoi il ne va pas les communiquer spontanément? Et j'en terminerai là-dessus. C'est parce qu'il y a le fameux RGPD, et grosso modo, eu égard des règles en matière de données personnelles, il va de soi que Airbnb ne va jamais vous communiquer sans décision de justice des relevés de transactions qu'elle vous communiquera spontanément une fois que vous lui aurez demandé par la voie judiciaire. Est-ce que Airbnb est forcément contraire au règlement de copropriété? Alors ce sujet est très intéressant. Comme vous le savez, dans les règlements de copropriété, vous avez très souvent les fameuses clauses qu'on appelle les clauses d'habitation bourgeoise. Et peut se poser la question de savoir si le fait de faire du meublé de tourisme dans un logement va violer la fameuse clause. Sur ce point, on a des arrêts de cour d'appel, des arrêts de cour de cassation. Ce qui importe vraiment les juges, c'est de savoir si déjà l'immeuble, indépendamment de la clause, c'est pas parce que vous avez nécessairement une clause d'habitation bourgeoise que c'est incompatible avec du Airbnb. Et très souvent, votre réflexe, ça va être de dire on a une clause d'habitation bourgeoise, nécessairement, ça viole le règlement de copropriété s'il y a du meublé de tourisme. D'un point de vue pratico-pratique, moi qui suis très souvent sollicité pour cette type sur cette typologie de sujet, c'est une question de combien il y a eu de sous-location, combien il y a eu de nuisance, combien est-ce que c'est à haute fréquence, est-ce que c'est à faible fréquence, quel est l'immeuble, est-ce que c'est vraiment un immeuble bourgeois, est-ce que dans l'immeuble d'autres personnes font du Airbnb, est-ce que c'est une personne qui en fait tout le temps beaucoup, et en fonction, si jamais on a bien affaire à un immeuble bourgeois, qu'on a bien affaire à une activité qui va occasionner et détourner la destination de cet immeuble, et bien fatalement, oui, vous pourrez faire appliquer votre clause et faire dûment respecter le règlement de copropriété. Tout en sachant que, indépendamment de la fameuse clause d'habitation bourgeoise, vous avez ce que vous connaissez, toute la réglementation qui concerne les troubles du voisinage. Et sur le fondement des troubles du voisinage, il va de soi que sans nécessairement se fonder sur une clause d'habitation bourgeoise, vous pouvez faire cesser tout type de nuisance. Encore faut-il les faire constater. Et il n'est pas forcément très simple de faire constater des nuisances. Je pense que tout le monde y a été un petit peu confronté, tout en sachant qu'en matière de troubles du voisinage, il y a des étapes procédurables de conciliation et autres à respecter, et que ce n'est pas si facile que ça.